Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Sensibles, le podcast dédié à toutes les personnes qui se sentent de près ou de loin concernées par le sujet de la haute sensibilité. Je m'appelle Sophie, je suis coach, formatrice, auteure et j'accompagne aujourd'hui des personnes hautement sensibles qui veulent comprendre leur mode d'emploi et trouver enfin leur place, autant dans leur vie pro que perso. Depuis ma plus tendre enfance, on me répète inlassablement que je suis trop sensible et que je me pose trop de questions. Parce que l'amour, la sexualité, les relations et la quête de sens font partie de mes sujets favoris et qu'on ne va pas se mentir, parfois c'est un peu la galère. J'ai à cœur de vous emmener 2 fois par mois dans l'intimité de personnes hautement sensibles et des experts qui les accompagnent. De leurs premiers amours à leurs derniers émois, ces cœurs à prendre, ou plus à prendre, nous dévoilerons leur cheminement personnel, sensuel et professionnel. J'espère que leurs confidences sans filtre sauront toucher votre corde sensible, qu'elles vous apporteront de l'écho, de l'espoir et peut-être même des réponses à vos questions. Si le sujet de la haute sensibilité vous parle, n'hésitez pas à suivre le compte du Bonheur en barre sur Instagram et Pinterest où je vous partage chaque semaine des illustrations et des informations pleines d'émotions. Bonne écoute! Bonjour! Aujourd'hui, je m'essaye à un exercice qui va être très difficile pour moi et je suis très stressée. C'est qu'en fait, je vais vous faire un épisode où il n'y a que moi qui parle. Donc déjà, ce qui est compliqué pour moi, c'est que je suis très peu habituée à ce que ce soit moi qui parle beaucoup et qu'il n'y ait personne en face qui me pose des questions. D'habitude, c'est vraiment moi qui pose les questions et les gens qui parlent. Mais il faut sortir de sa zone de confort. J'aime bien. Et en plus, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est celui de la rupture. Donc, épisode très personnel, mais je me lance, on y va, et vous m'excuserez parce que de toute façon, on sait très bien qu'il ne sera pas parfait. Donc, comme j'ai tendance à le dire, mes 3 ruptures, ça a été les expériences les plus douloureuses pour moi dans ma vie. Donc, je me dis que c'est probablement une chance, parce qu'il y a sûrement des gens qui ont eu bien pire à vivre. Ou alors, c'est que j'ai peut-être vécu des choses pires, mais que pour moi, c'était moins pire. Je sais pas si là vous me suivez toujours quand je dis ça, mais bref, bienvenue dans mon cerveau. Ma dernière rupture en date, il y en a eu 3, on s'emballe pas, elle date justement du 28 septembre 2021. Donc cette date résonne encore pour moi comme une grosse explosion dans ma tête. Et par respect pour l'intimité de mon ex-compagnon, d'ailleurs, j'aime pas du tout ce mot ex, on peut en parler d'ailleurs. Pour moi, les personnes que j'ai aimées sont certes des personnes qui ne font plus partie de ma vie quotidienne. Pour autant, ces ex, entre guillemets, ont des prénoms, font toujours partie de mon passé et de moi. Donc, j'ai beaucoup de mal à les appeler par le mot ex, mais par respect pour eux, je ne donnerai pas leur nom. Je m'excuse d'ailleurs, parce que je vois qu'en même temps que j'enregistre et que je parle, forcément, j'ai de l'émotion dans ma voix et vous ne le voyez pas, mais dans mes yeux. Donc, s'il y a des moments, ma voix est plus tremblotante, je m'en excuse profondément. Tout ne sera pas coupé au montage, donc vous pourrez peut-être l'entendre. Donc voilà, je ne vais pas vous parler de chacun de mes ex, je ne vais pas vous parler de chacune de mes ruptures. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vous transmettre un peu les différentes étapes de ce deuil amoureux, qui est un processus, on ne va pas se mentir, très inconfortable et parfois interminable, et qui n'est pas facile à vivre. Et je sais notamment que chez les personnes pour qui l'amour prend une place extrêmement importante dans leur vie, comme c'est le cas chez de nombreux hypersensibles, ça peut être encore plus difficile à vivre et du coup peut-être aussi encore plus long. Je me suis rendu compte que, en discutant aussi avec plusieurs personnes qui ont pu vivre des ruptures, et on va pas se mentir, beaucoup de gens ont vécu des ruptures amoureuses dans leur vie, malheureusement ou heureusement. C'est comme tout, il y a à chaque fois le revers de la médaille. En fait, on a souvent la sensation d'être amputé d'une partie de nous-mêmes, comme si la vie n'avait plus aucun sens. Moi, j'ai eu la sensation que je n'allais plus jamais rire de ma vie. Bon, spoiler alerte, j'ai re-ri depuis le 28 décembre 2021, heureusement. Mais voilà, je me suis même surprise à penser qu'une rupture amoureuse, pour moi, ça pouvait presque être pire que la mort de la personne que j'aimais, ce qui est horrible. Si j'analyse ça, je sais qu'il y a une part de dépendance affective là-dessous, mais ça fera l'objet d'un autre épisode, comme je serai très à l'aise par la suite de vous faire des épisodes toute seule. Donc, dans la théorie, comment se passe la rupture ? Donc, la théorie, c'est ce qu'on lit dans les livres. On va voir que dans la pratique, c'est pas tout à fait pareil. Dans la théorie, la rupture se passe en 8 étapes. Je reviendrai en détail sur chacune de ces étapes. Donc, il y a le choc, ensuite le déni, puis la colère,
puis le marchandage ou la négociation, appelez ça comme vous voulez, la tristesse, l'acceptation et enfin l'expérimentation. Pardon, là ça fait 7. Et ensuite, il y a la reconstruction et l'intégration. Bon, je vous le refais. Le choc, le déni, la colère, le marchandage, la tristesse, l'acceptation, l'expérimentation et enfin la reconstruction, ou on peut appeler ça aussi l'intégration. Chaque étape prend plus ou moins de temps. Ça dépend de la personne, du moment, de l'intensité de la relation, de son contexte autre que la rupture, ça dépend de plein de choses. Et je vais pas vous mentir, c'est pas rare de naviguer d'avant en arrière entre les différentes étapes. Que vous soyez ou non d'ailleurs décisionnaire de la rupture, il y a de grandes chances que vous passiez par toutes ces étapes-là. Comme je suis très visuelle, vous retrouverez dans les liens de l'épisode le lien vers un article sur la rupture et vous pourrez voir justement une infographie où il y a les différentes étapes que je viens de vous décrire et de cette rupture. Récemment, j'ai lu un article qui expliquait que l'époque du un partenaire, une maison, un job était révolue et que maintenant on est tous exposés à vivre plusieurs gros changements, voire très gros changements. Et ce qu'ils expliquent, je vous mettrai aussi le lien de l'article dans les ressources de l'épisode, c'est que chaque gros changement peut en fait prendre presque 5 ans pour être pleinement intégré. Quand j'ai lu ça, je vais pas vous mentir, j'ai envoyé un texto à une amie et je lui ai dit alors moi ça fait 9 mois, à la limite 7 si on compte les 2 mois de cohabitation après, et là si on me dit qu'il me reste encore 4 ans et 5 mois, je vais me pendre. Et voilà, je vais me pendre parce que ça devient vraiment, c'est vraiment encore très dur, donc j'avais pas envie. Et là, mon amie me répond qu'elle est OK avec les 5 ans, mais que le plus dur à vivre, c'est sur la première année. Comme s'il fallait 1 an pour passer le plus lourd émotionnellement et qu'en fait, vivre chaque saison et chaque événement un peu qu'on a l'habitude de vivre dans l'année pourrait nous permettre de faire déjà une grosse partie du deuil ou un gros travail de deuil. Je suis assez d'accord avec ça, je vais pas vous mentir, quand je me suis dit, bon bah ok, finalement 1 an, je suis à 7/9 mois, je sais pas trop comment mettre ces 2 mois entre-temps, bon, finalement j'ai fait quand même la plus grosse moitié. Donc du coup, ça m'a un peu rassurée et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en fait, chaque nouvelle saison ou chaque nouvel événement que j'avais l'habitude de faire avec lui, donc on va l'appeler lui, est toujours très dur à vivre. Un peu comme chaque première fois que je fais sans lui, c'est toujours très dur à vivre. Une fois que la première fois elle est passée, ça veut pas dire que la deuxième fois elle est genre finger in the noise, mais elle est émotionnellement un peu moins dure. Bref, revenons-en à chacune de nos étapes. Donc la première, c'est le choc. Le choc, c'est vraiment le moment où la décision elle a été prise. C'est le moment où vous l'avez entendu, où vous l'avez vous-même prononcé. Et c'est le moment où peut-être ça résonne encore dans votre tête. Moi, vraiment, ce moment où je l'ai entendu, je me rappelle encore et encore. Je me rappelle où j'étais, je me rappelle l'heure qu'il était, je me rappelle de tout. En fait, c'est un peu comme si le monde s'arrêtait pour nous. Les autres continuent de vivre, mais à l'instant T, pour nous, c'est plus vraiment le cas. Comme si tout était stoppé. Pour moi, c'était vraiment un choc et je sais que pour d'autres personnes, c'est vraiment ça. On n'a plus aucune idée de ce qui va se passer par la suite. On ne sait plus ce qu'on doit faire. À ce moment-là, on se demande même pas ce qu'on a envie de faire parce qu'on va pas se mentir, c'est uniquement de la gestion de crise. Et ce que je me rappelle aussi, c'est qu'il y avait vraiment cette notion de l'instant présent. Alors vous allez dire, bah cool, elle était dans l'instant présent. Ouais, enfin je préférerais y être dans d'autres moments ou d'autres expériences, mais c'est vrai que j'avais cette peur et cette énorme appréhension de la suite, les 10 prochaines minutes, la soirée, demain. En fait, comme si tout ce qui avait été programmé pour la suite n'existait plus parce que c'était terminé. Donc le choc, c'est vraiment ça. Ça dure pas longtemps, ça dure pas des années, heureusement d'ailleurs, mais c'est quelques jours où tout est suspendu. Et ensuite, on passe à la phase du déni. Le déni, c'est le moment où en fait cette rupture, on veut pas l'avoir. C'est peut-être le moment où vous allez avoir envie de lui écrire pour lui dire que finalement plein de choses allaient dans ce couple et que vous l'aimez profondément. C'est peut-être le moment où s'il y a cohabitation, vous allez avoir envie de faire comme avant, manger ensemble, dormir ensemble, discuter. D'ailleurs, c'est aussi peut-être un moment où si vous discutez, vos discussions seront plus profondes et plus constructives que pendant la relation. Parce que pour le coup, à ce stade-là,
vous n'avez plus peur de perdre l'autre. Puisque théoriquement, il est déjà parti, la rupture a déjà été prononcée, que ce soit de votre côté ou de son côté. Donc, il se peut que vous osiez dire vraiment ce que vous ressentez, ce qui allait et ce qui vous allait pas dans ce couple. Et après ce genre de discussion, vous aurez peut-être l'espoir que l'un ou l'autre allait revenir sur la décision. Et d'ailleurs, si l'un ou l'autre veut revenir sur la décision, c'est OK, vous avez complètement le droit d'en parler. Cette phase de nenni, c'est vraiment quand on veut faire en sorte que notre réalité reste celle d'avant la rupture. Parce que pour le coup, ça reste à ce moment-là plus confortable que de se confronter à la séparation. Suite au déni, nous avons la colère qui arrive. Et la colère, c'est normal, j'ai envie de dire qu'elle arrive là, parce qu'en fait, la colère, elle nous indique un sentiment d'injustice, un besoin de poser nos limites. Donc ça paraît plutôt cohérent que dans un processus de deuil amoureux, elle soit là. Donc on a d'abord tendance, je vais dire, à en vouloir à l'autre. Il ou elle n'a pas fait d'effort, il ou elle n'a pas vu tout ce que vous faisiez pour votre relation. Il ou elle est un bip bip, on va dire, parce qu'il ou elle vous a trompé. Il ou elle ne vous respectait pas, il ou elle ne vous écoutait pas. On peut en avoir plein. En CNV, donc en communication non violente, on dit des fois que c'est bien de laisser pisser le chacal. C'est-à-dire, en fait, ces pensées que vous avez, c'est peut-être ces ressentiments, cette colère que vous avez envers lui ou envers elle, elle est normale. Et moi, je vous dis pas d'insulter votre partenaire, ça n'amènera strictement à rien. En revanche, si vous ressentez le besoin d'exprimer certaines choses, faites-le. Que ce soit avec lui, avec un proche, avec un thérapeute, avec votre carnet, sortez toute cette colère. Et petit à petit, vous allez réaliser que c'est aussi un peu contre vous que vous êtes en colère. Peut-être parce que vous vous êtes trop adapté, parce que vous avez merdé sur telle situation, parce que vous étiez trop focus sur le boulot, les enfants, la vie, peut-être parce que vous l'avez pas assez écouté. En fait, il y a plein de choses. Et c'est encore trop tôt dans le processus pour le comprendre pleinement, mais à ce moment-là, vous vous rendez compte qu'il y a 50% des responsabilités de chacun. Parce que si on est deux pour faire couple, on est aussi deux pour le défaire. Donc, du coup, la colère, c'est vraiment un processus. Enfin, pour moi, c'est vraiment une phase qui, certes, est très inconfortable et elle l'était encore plus pour moi qui ne sais pas se mettre en colère. Mes copines disent tout le temps: Ah, je suis colère, hein. Voilà, c'est ma façon d'être en colère. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Mais en tout cas, c'était vraiment inconfortable parce que pour moi, c'est beaucoup plus facile de me remettre moi en question que l'autre parce que je ne pourrais jamais agir sur ce que fait ou pense l'autre. En revanche, je peux toujours avoir le contrôle, en tant que bonne contrôle fric, de ce que je fais moi. Donc cette phase était vraiment très délicate, mais elle est passée, elle revient de temps en temps, et j'apprends. Ensuite, donc toujours dans la théorie, hein, dans la pratique, vous verrez que vous passez d'une phase à une autre en toute simplicité, dirons-nous. Mais ensuite, dans la pratique, nous avons le marchandage ou la négociation. Donc là, c'est le moment où on se dit qu'on est prêt à accepter des choses qui ne font pas forcément partie de nos envies ou de nos valeurs, mais qui nous permettront de rester en contact avec lui ou avec elle. Je vais prendre des exemples peut-être gros pour certains, peut-être vrais pour d'autres, on s'en fout, c'est vraiment pour que vous compreniez l'idée. Ça peut être: tu m'as trompé, mais je suis prêt ou prête à te pardonner. On peut finalement rester amis. Ou OK pour faire des enfants, ou acheter une maison, ou réaliser tel projet que j'étais pas forcément prête, mais finalement je suis prête parce que je veux rester avec toi. Généralement, c'est la peur qui parle à ce moment-là. Et en fait, pourquoi elle parle? Parce que la peur de perdre l'autre, donc l'être aimé, est plus forte que la peur d'accepter ce truc qu'on voulait pas forcément avant. Puis bon, on peut ajouter aussi un peu d'ego au milieu de tout ça qui accepte pas vraiment d'être rejeté si la décision ne vient pas de vous. Mais voilà, donc le marchandage et la négociation, c'est quand la peur parle et qu'on se dit: non mais en fait c'est bon, en fait il me manque tellement que je veux, il ou elle, hein, pardon, j'ai tendance à dire il, en fait il ou elle me manque tellement que je veux quand même rester avec lui malgré ça, ou alors on va trouver des compromis, et cetera, et cetera. Si c'est un réel besoin pour vous et une réelle envie d'être avec cette personne, vous pouvez proposer vos conditions. Et j'ai même envie de vous dire, c'est peut-être le moment de le faire. En revanche, l'autre peut très bien dire qu'il veut pas ces conditions. Donc, il faut aussi être prêt à entendre un oui ou à entendre un non et savoir, on va dire, préparer son matelas d'atterrissage si on n'a pas la réponse qu'on veut. Et admettons, d'ailleurs, que si vous allez à la négociation ou si vous n'avez pas la réponse que vous voulez, eh ben, la phase d'après qui arrive, ça va être la tristesse.
Quand on est dans la tristesse, on est un peu au plus bas de toute cette phase de deuil. C'est vraiment le moment où on réalise qu'on a perdu l'être aimé, qui fait plus partie de notre vie et qu'il ne reviendra pas, ou du moins pas comme on le veut. Je vais pas vous mentir, cette phase, elle est aussi inconfortable qu'elle est cruciale, parce qu'elle va vous permettre en fait de poser les bases de votre nouvelle vie, sans lui ou sans elle. C'est un peu comme un processus de cicatrisation qui vous permet d'accepter cette nouvelle vie sans l'être aimé, ou sans cet être aimé-là, parce qu'il y a probablement d'autres êtres aimés qui arriveront dans votre vie, je vous le souhaite. Personnellement, dans cette phase, je me suis sentie cruellement vide, comme si plus rien n'avait de sens. J'avais plus d'envie, j'avais plus de motivation, j'avais plus d'énergie. Je pleurais beaucoup. Et surtout, j'étais très inquiète de voir que, en fait, d'autres choses que j'aimais faire avant n'avaient, à ce moment-là, plus aucun goût, plus aucune saveur. Et je vais pas vous mentir, il y a des fois où, et je vais vraiment exprimer ces mots-là, il me manquait à en crever, mais vraiment. Et voilà, c'est le moment où j'ai des émotions qui viennent et où j'ai les larmes aux yeux. C'est des moments où j'avais envie de lui écrire, en fait, pour lui dire: «Tu me manques à en crever», mais en fait, j'ai envie de te frapper parce que ça me saoule d'en être encore à ce stade-là. Je l'ai pas fait. Déjà parce que je pense que ça n'aurait pas été constructif et que, au final, pour moi, à ce moment-là, re-être en contact avec lui, c'était très difficile parce que ça me mettait à chaque f ça me j'avais l'impression de reculer, en fait, à chaque fois. Donc ce que j'ai fait, je sais pas si ça peut vous aider, mais en fait, j'ai commencé à écrire un mail que je reprenais dès que je voulais lui dire quelque chose. Ce mail, je lui enverrai jamais, ou en tout cas, jamais. Voilà. Et je pense que c'est très bien comme ça. Il me permettait simplement à moi, en fait, de déposer ce que j'avais besoin de déposer. Et en fait, c'était comme si mon cerveau se disait: «OK, bah, c'est bon, en fait, il est au courant». Techniquement, il n'est pas au courant, mais dans ma tête, il est au courant parce que je l'ai écrit. Ouais, on est beaucoup dans ma tête, mais voilà. Si ça peut vous aider, je vous invite à écrire, en fait, ce que vous ressentez. Et moi, je me rendais compte que juste l'écrire dans mon carnet, ça marchait pas. J'avais besoin de m'adresser à lui, en fait, de parler en tu. Et ça m'a permis de lui expliquer plein de choses que je ressentais, pourquoi je faisais ci, pourquoi je faisais ça. C'était très important pour moi de lui exprimer. Mais comme je voulais pas de contact et pas de réponse de sa part parce que je savais que ça allait me remettre dans un état très difficile, et ben je l'ai fait comme ça. Cette phase de tristesse, elle peut vous sembler interminable, mais je vous assure qu'elle a une fin. Et si je peux vous donner un conseil, vous verrez à la fin, je vous dirai où j'en suis, mais c'est d'essayer au maximum de rien vous imposer et de faire ce que vous avez envie. Et si rien vous fait envie, à un moment donné, bah, peut-être juste sortez, allez marcher dans la nature. Moi, il y a eu un moment où j'avais juste envie d'aller marcher dans les montagnes et de réfléchir. Il y a des choses que j'ai laissées un peu dans les montagnes. Il y a des choses qui m'ont permis de me dire: «OK, mais en fait, dans ma vie, maintenant, c'est quoi ma vie? Qu'est-ce que j'aime?» Voilà. Et aussi, vous pouvez en parler à des amis en qui vous avez toute confiance. Mais restez pas enfermés chez vous trop longtemps à ruminer. Parce que juste des fois de se reconnecter au fait que à l'extérieur, il y a de la vie, et voir un enfant qui rit ou qui joue avec sa maman, voir même des amoureux, enfin voir qu'en fait la vie continue et qu'il y a plein de belles choses, bah, ça permet de se dire que OK, c'est un moment difficile, mais que moi j'aime bien me dire, enfin j'aime beaucoup les métaphores, et OK, c'est là je suis sous l'orage et putain, l'orage il est fort, mais l'orage il s'arrête toujours et après il y a le soleil. Donc voilà, si je peux, c'est hyper cucu, hyper bisounours, tout ce que vous voulez, mais n'empêche que c'est vrai, tout change. Et donc même les moments où c'est pas cool, et bah, ça redevient cool après. Après cette phase de tristesse, il y a la phase d'acceptation. Donc la tristesse, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un processus en lui-même qui vous permet d'accepter la perte de votre partenaire. Et l'acceptation, c'est le moment en fait où vous allez vous rendre compte que OK, il est plus là, et il y a cette page blanche qui s'ouvre à vous. Sur cette page blanche, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Donc vous pouvez faire de votre nouvelle vie en soi ce que vous voulez. Alors oui, à l'instant T, je pense que ça vous fait peut-être pas du tout rêver. C'est comme quand on vous dit un de perdu, 10 de retrouvé. Ouais, mais vous en voulez pas 10, vous voulez le un que vous avez perdu. Bah, à ce moment-là, on se dit, en fait, cette page blanche, moi, c'était avec lui que je voulais, avec lui ou avec elle, pardon, comme je prends mon exemple, c'était lui, mais avec lui ou avec elle que vous voulez l'écrire. Et bah là, il va falloir vous dire que, en fait, non, vous allez l'écrire avec ni lui ni elle. Ce sera peut-être dans le futur avec d'autres personnes, mais là, à l'instant T, essayez de prendre conscience que
tout est possible et que vous ne savez peut-être d'ailleurs pas ce que vous avez envie, vous savez peut-être d'ailleurs pas ce que vous aimez ou plus ce que vous aimez ou plus qui vous êtes parce que vous vous êtes peut-être noyé dans cette relation parce que finalement quand on est en couple, l'autre fait partie de nous et en prendre conscience, c'est déjà un énorme pas. Je me rappelle qu'une amie m'avait dit « Si tu vois ta vie comme un cercle, quand tu étais avec lui, ton cercle, il était rempli. Aujourd'hui, forcément, il n'est plus là, donc toute la place qu'il prenait dans ce cercle, elle est vide. Mais petit à petit, tu vas la remplir et tu as simplement aujourd'hui à te demander comment finalement tu aimerais la remplir. » Personnellement, cette image assez simple du cercle, elle m'a profondément apaisée parce que c'était exactement ça. Pendant quelque temps, ce vide, je dirais même ce trou, il était énorme. Il était plus que la moitié de ma vie, je pense. Et petit à petit, en fait, ce trou, ce vide s'est resserré. Ça veut pas dire que c'est plus douloureux. Ça veut pas dire que la cicatrice, elle est pas là et que si quelqu'un appuie dessus, et ça fait toujours mal, d'ailleurs, on peut le voir, puisque quand j'en parle, j'ai encore de l'émotion dans ma voix. Mais ce vide, je vais même pas dire rempli ou comblé parce que c'était pas un besoin de remplir, c'est juste que ce temps que je disposais, j'en ai fait autre chose puisque je pouvais plus le mettre à sa contribution. Et du coup, il y a un moment donné où j'en ai fait des choses et j'ai eu envie d'en faire d'autres choses qui pouvaient me plaire. Donc ça me permet d'en plus de switcher à l'étape d'après, la reconstruction ou l'expérimentation. En fait, c'est un peu comme si c'est le premier jour de votre nouvelle vie. Vous allez vivre une nouvelle réalité, de nouvelles expériences et c'est le moment, en fait, je trouve, de se redécouvrir soi. Alors, il y a plein de choses que vous allez faire qui vont vous plaire, il y en a d'autres qui vont pas vous plaire. Moi, je me suis surprise à me dire parfois qu'il y a des choses, c'est génial, ça, j'aurais jamais pu le faire avec lui. Et il y a des choses que j'ai faites et je me suis dit plutôt, c'est pourri parce que je partagerai plus jamais ce que je partageais avec lui, avec quelqu'un d'autre parce que c'était notre truc, c'était unique ou ce sera plus jamais pareil. Bah oui, c'est l'ascenseur émotionnel. La reconstruction ou l'expérimentation, c'est vraiment la phase où on va passer par des hauts, par des bas. Le tout, c'est de le faire à son rythme, de se remodeler un quotidien et de se dire qu'en fait, ce qu'on a connu, ce sera plus. Ça veut pas dire que c'est mort, ça veut dire que ça fera toujours partie de nos souvenirs et de notre passé. Mais maintenant, on va vivre des choses différentes qui seront parfois bien mieux, parfois beaucoup moins bien. Mais en fait, juste, ça ne sert presque à rien de comparer parce que le passé n'est plus. Je trouve que finalement, la seule question qui peut être intéressante, c'est de se dire, c'est un peu toujours les mêmes, mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de découvrir. Et le travail, je trouve, l'un des travails les plus durs, c'est d'accepter que ce sera toujours différent et que toutes ces habitudes qu'on pouvait avoir, tous ces projets aussi qu'on partageait avec l'autre et qu'on avait envie de faire, on les fera, soit on les fera pas parce que c'était les projets qu'on voulait vraiment faire à deux, soit on les fera différemment, soit on les fera avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ce petit cocon qu'on avait, on l'a plus et on va le recréer différemment. Et moi, ça a vraiment été difficile. Je me rappelle que voilà, toutes ces premières fois un peu sans lui étaient très dures. C'est ce que je vous disais dans les 1 an. Parce que vraiment, et c'est là où on se rend compte que quand j'ai pas mes notes et que j'essaye de vous parler à cœur ouvert, c'est très dur et je cherche mes mots parce que les notes me permettent d'être moins dans mon émotion. Mais voilà, moi je sais que toutes ces premières fois sans lui ont été parfois, et je m'excuse pour le mot, mais une torture, non pas physique, mais une torture émotionnelle dans mon cerveau. C'était beaucoup trop fort en fait. Et alors si je rajoute à ça le côté hormonal de la semaine avant les règles et la semaine des règles, je vais pas vous mentir, c'est complètement une torture. Là, je suis pas du tout dans mes notes, mais parce que je pense qu'en fait c'est important de le dire. Mes SPM, donc syndrome prémenstruel, personnellement, depuis la rupture, sont putain de lourds à vivre, voire même insupportables. Donc, je cherche des solutions en naturo. J'ai essayé la gémothérapie, l'huile de bourrache, et là, je vais tenter les tisanes d'Achille et Millefeuille. Je vous en dirai des nouvelles, mais vraiment, voilà. Au moins, ça s'est posé, c'est là, et vous le savez, mes SPM sont horribles depuis ma rupture. Ensuite, après la phase de reconstruction,
c'est la dernière phase qui est la phase d'intégration. Donc l'intégration, c'est le moment où finalement vous êtes dans votre nouvelle vie. Peut-être même que vous vous surprenez à vous dire finalement elle est pas si mal cette nouvelle vie, voire finalement elle est cool ou il y a des choses cool dans cette nouvelle vie. Vous avez un nouveau rythme et vous avez peut-être aussi de nouveaux projets. Ça veut pas dire que vous pensez plus à lui ou à elle. Ça veut juste dire qu'émotionnellement, c'est plus neutre, que vous êtes bien dans votre vie et que vous lui souhaitez finalement la même chose. Vous avez probablement identifié ce que cette histoire vous a apprise, ce que vous voulez, ce que vous voulez plus dans une relation, ce que vous cherchez chez un partenaire, ce que vous ne cherchez plus, et peut-être même que vous savez plus comment vous fonctionnez, ce que vous aimez, qui vous êtes, et c'est tant mieux. Vous lui avez probablement donné une nouvelle place dans votre vie, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit mentale, mais en tout cas, forcément, il n'a plus la place qu'il avait ou qu'elle avait avant. Alors, vous vous demandez peut-être, moi, dans quelle phase je suis après ces 7 ou ces 9 mois. Personnellement, je vais compter 7 parce que la phase où on a cohabité, je ne pouvais pas faire mon deuil. Dans la phase où on a cohabité, oui, j'ai vécu le déni, oui, j'ai vécu le choc, oui, bien sûr, j'ai vécu la colère et la tristesse, mais finalement, le voyant quand même tous les jours, je ne pouvais pas faire ce deuil. Donc pour moi, le deuil commence quand je ne l'ai plus vu physiquement tous les jours, donc 2 mois après. Donc après 7 mois où mon deuil a réellement commencé, je dirais que j'oscille entre l'acceptation et la reconstruction, ce qui ne m'empêche pas du tout, je vais pas vous le cacher, d'être parfois profondément triste ou en colère. Vous l'avez compris, pendant les SPM, c'est tout x12. Et j'écris encore dans mon mail. Et Dieu merci que mon mail soit là, mais aussi Dieu merci que mon carnet, ma psy, ma famille et mes amis sont là. D'ailleurs, merci à vous tous parce que les gens sont très présents au début et puis petit à petit, la vie continue. Et c'est là où c'est important je pense, si je peux vous donner un conseil, d'oser demander de l'aide, que ce soit à vos proches, à des professionnels, à des personnes en qui vous avez confiance, mais de pas rester seul à vivre ça, parce que je me suis rendu compte que finalement, chacun à leur manière avait planté des petites graines qui me permettent d'éclore finalement aujourd'hui ou après ce processus. Chaque graine, chaque pas qu'ont fait ces personnes envers moi m'a beaucoup aidée. Et que si on demande de l'aide qu'à une personne, à un moment donné, on va trop prendre des ressources à cette personne et elle pourra plus nous aider. Donc voilà. Pourquoi j'ai fait ce podcast ? Parce que déjà, ça me semblait important de pouvoir transmettre ces différentes étapes, processus, qui est très difficile. Et même en connaissant les étapes du processus, c'était dur. Je sais que le connaître m'a permis à accepter, à comprendre que mes ressentis étaient normaux, bien qu'ils soient très forts, et à laisser le temps au temps, même si bien sûr, j'ai parfois eu envie et j'ai encore parfois envie que ça aille beaucoup plus vite. Sauf que je sais très bien que le temps est bénéfique et que je vois bien que plus le temps passe, plus pas forcément ça va mieux. Autant dans ma première rupture, je disais toujours je vais mieux qu'hier, moins bien que demain. Et c'était à peu près vrai. J'avais vraiment cette sensation que chaque jour j'allais mieux. Dans les 2 autres, c'était pas du tout le cas. Il y avait des jours où ça allait pas si mal, des jours où ça allait pas du tout. Et je pouvais pas savoir finalement d'un jour sur l'autre comment ça allait aller le lendemain. Bon, aujourd'hui, j'ai très bien vu que, en fonction de mon cycle, oui, il y a beaucoup de choses qui changent et qu'il y a 2 semaines en général où je vais mieux et 2 semaines où je vais moins bien. J'ose espérer que ça ne va pas rester comme ça toute ma vie. Je suis convaincue que non. Mais voilà, il n'y a pas de rupture qui, en soi, se ressemble. Il n'y a pas forcément de journée qui se ressemble. Mais c'était important pour moi de transmettre ça sur cette phase qui peut être vraiment extrêmement douloureuse. Je me rappelle que des fois, je me disais, en fait, c'est tellement douloureux intérieurement que j'ai presque envie d'avoir mal physiquement pour que finalement, comme si cette douleur, elle devienne concrète, voire même légitime. Donc, je vous rassure et je ne vous conseille pas de vous faire mal physiquement, je ne l'ai pas fait. Mais en tout cas, cette douleur que vous ressentez, même si elle n'est pas physique, même si elle n'est pas visible aux yeux des autres, elle est bien réelle. Et
acceptez-la, comprenez-la. Et c'est là où je pense que c'est vraiment important de se faire aider aussi bien par des proches que par des professionnels. Et là, je ne vais pas prêcher pour ma propre paroisse. Moi, personnellement, oui, je suis allée voir une psy pour m'aider à vivre ça. Mais ça peut être, on n'est pas tous obligés d'aller voir un psy, ça peut être, j'en sais rien, votre médecin, ça peut être un coach, ça peut être un thérapeute énergéticien, ça peut être quelqu'un qui va vous faire un massage, ça peut être tout ce que vous voulez qui va faire que vous vous sentiez bien et qui va vous permettre de décharger à votre manière, en fait, toute cette tristesse. Cette tristesse, cette colère, tout ça, ces peurs, etc. J'ai pas envie de clore ce podcast parce que j'ai l'impression que j'ai encore oublié de vous dire plein de choses et que j'aimerais peut-être vous dire plein de choses, mais je pense que quand même j'ai dit vraiment le plus important. Et là, je suis en train de voir où j'en suis. Mon Dieu, c'est la première fois que je parle 32 minutes précisément, toute seule, sans que quelqu'un échange. Et si je dois vous partager comment je me sens à ce moment-là, parce que c'est vraiment la question que je demande à la fin de chaque séance de coaching, c'est comment vous vous sentez. Ce matin, quand j'ai écrit ce podcast, parce que je l'ai écrit vu qu'il était quand même très challengeant pour moi, ça m'a fait du bien de le partager à haute voix. En fait, je me rends compte que je le fais à la fois parce que moi, j'aurais adoré qu'on me transmette tout ça avant. Je pense que je l'aurais écouté peut-être pas quand j'étais dans le choc, mais peut-être quand j'étais dans le déni. Mais si ce que je peux vivre et qui est dur à vivre pour moi peut aider d'autres personnes à mieux vivre certaines phases difficiles, bah, je le ferai 1000 fois. Ça ne veut pas dire que je veux vivre 1000 fois des choses difficiles, mais en tout cas, c'est ma manière à moi de les transformer. Donc, je vous remercie 1000 fois de votre écoute. Et n'hésitez pas, si vous avez envie de me partager votre histoire, votre avis sur ce podcast ou simplement où vous en êtes dans vos étapes, eh ben, faites-le. Ce sera avec grand plaisir que je vous écouterai. Je vous souhaite une très belle journée. Merci pour tout et à très vite. Un grand merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles dans votre appli de podcast préféré. Pour recevoir une dose de bonheur en barre chaque semaine, inscrivez-vous à ma newsletter sur mon site dubonheurenbarre.com. Et si vous voulez me soutenir et m'encourager, rendez-vous sur ma page Tipeee. Pas de panique, si vous êtes en voiture, en cuisine ou que vous n'avez pas de quoi noter. Vous retrouverez tous les liens dans la description de ce podcast. Et si vous aussi, vous voulez partager votre témoignage sensible, envoyez-moi un mail à sophie@dubonheurenbarre.com en me racontant un bout de votre histoire que j'ai déjà hâte de découvrir. Pour clore cet épisode, je vous souhaite plein de jolies choses. Prenez soin de vous.